balobi mama Marthe nde mama Marthe nde balobi shop Africa Union ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpona kolia na yo moko babondela yo mpona nzoto na yo baboya elengi mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka totakola na basinois sino kolia mpe ya sino kolia nini ndeko na yo azoteka biloko ya mboka ya fresh bio mama mbalo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba paniwa balobi enjenje ezali zakombakanganya mpoto ya mbise balobi nyama ya botu ya bokomboso ezaga te kala ngando ndengalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama Marthe ya soro po bazokomprendre te mawa bakongolais ualonu mpona kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Aujourd'hui, je reçois le professeur André Mbata, professeur des universités. Il enseigne en Afrique du Sud, au Congo et un peu partout. Il enseigne le droit constitutionnel qui est déjà un cours fondamental. La Constitution, c'est notre, notre mère, on va dire, le livre mère, si on peut le dire comme ça. Nous allons parler aujourd'hui de l'état de droit dans une république. Le rôle même de la Constitution dans une république. Il faudrait vous parler aussi de la revue de l'IDGPA, la revue africaine. C'est une revue qui fait l'assemblage, sinon la compilation des meilleurs articles, des meilleurs produits intellectuels africains. Et ça sera ce vendredi. Je vous invite tous à prendre part à cette grande activité de l'IDGPA. Aujourd'hui, nous parlons aussi de cette histoire que vous avez tous entendue, les magistrats. Ben oui, les juges qui se réclament encore être juges constitutionnels. Il y a eu beaucoup de questions, les gens m'ont posé beaucoup de questions. C'est quoi les 9 ans? Pourquoi les 9 ans? Comment ça se passe? Je reçois un médecin de la loi. Il est médecin, il est savant de cette loi, de cette constitution. On en parle, professeur André Mbata, bonjour. Bonjour Christian. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous? Très bien. Nous parlons de l'actualité aujourd'hui. Vous avez tous suivi d'ailleurs. D'abord hier, le président de la République a visité l'UNIKIN, où vous enseignez d'ailleurs. Il a visité l'UNIKIN. Est-ce que vous avez l'image ou le souvenir d'un président à l'université en dehors de Félix Tshisekedi avant le temps? Bon, il faut s'en féliciter parce que vous vous rappelez, il y a une année, je crois, mon institut, l'IDGPA, avait organisé une manifestation sur le campus. Il n'était pas là. Et nous avions invité le président de la République. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Ouais. Mieux vaut tard que jamais. Le président est allé hier sur le campus de l'université de Kinshasa. Bon, il faut dire que vous avez ici quelqu'un qui va au-devant, qui va essayer de parler aux étudiants, qui voit ce que ça signifie l'université. Et c'est depuis le début du siècle, il n'y a aucun président de la République qui s'est rendu à l'université. Pourquoi? C'est ça l'événement historique. Je crois que le dernier président de la République à être allé à l'université, c'était le président Mobutu dans les années 80. Okay. Et depuis lors, aucun président ne s'est rendu sur le campus. C'est Félix Tshisekedi, le premier président qui se rend donc à l'université depuis le début. 2 fois dans une année. Deux fois dans une année, c'est pour marquer l'importance qu'il attache à l'université. Parce que vous savez, on peut tout dire dans un pays comme celui-ci. Tout le monde parle de politique. Mais si un pays ne sait pas reconstruire son université, si un pays ne sait pas accorder la moindre attention à l'université, mais ce pays-là, le devenir de ce pays-là pose problème. Je crois que Félix Tshisekedi, le président de la République, en allant à l'université, a voulu marquer cet attachement-là et l'intérêt qu'il attache à l'alma mater comme une institution productrice de connaissances et aussi des talents qui doivent être au service de ce pays et pour son développement et le mieux-être de sa population. Parfois, on a envie de savoir quel est le rôle d'une université dans une république ou sinon dans un état de droit. Bon, l'état de droit, il peut y avoir des universités dans un état qui n'est pas un état de droit. Oui. Donc, le rôle de l'université, tout simplement, l'université, c'est l'institution suprême la plus élevée en termes de... L'université a essentiellement 3 missions, on en parle. D'abord, c'est l'enseignement. L'enseignement du niveau le plus élevé, ce n'est pas un institut supérieur. Parce qu'il faut faire la différence. L'enseignement de qualité et de très haut niveau
L'université également, on doit faire de la recherche. On doit produire. L'université, c'est également le service à la communauté. Donc, ces missions-là, et donc c'est l'institution suprême en matière de connaissances. Donc vous êtes sorti Mais là-dessus, il faut dire une chose. Tout ce qu'on appelle université dans ce pays n'est pas université. C'est ça le plus important. Ouais. Mais au Congo, il n'y a que des boutiques. La plupart sont des boutiques, ce ne sont pas des universités. C'est comme on en fait avec des églises à chaque coin des rues universitaires, mais ce ne sont pas des universités. L'université, ce n'est pas un bâtiment. Est-ce que vous avez des bibliothèques? Est-ce que vous avez des laboratoires? Est-ce que vous avez des professeurs dignes de ces noms, des professeurs d'université? Est-ce que vous pouvez produire en termes scientifiques? Non, ça n'existe pas. Mais vous êtes une université, d'ailleurs, l'UNIKIN n'est même pas classée parmi les 500 meilleures universités dans le monde. Bon, nous sommes au moins la première université du Congo, mais il faut se dire, ça, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est parce qu'on n'attache pas beaucoup d'intérêt à la recherche scientifique que nos universités ne sont pas mieux classées sur le continent. Combien de gens publient dans les universités? Donc, vous avez annoncé déjà que vendredi, mon institut va lancer 3 numéros en une fois. Le dernier numéro de l'année 2019, nous étions en retard. Le premier numéro de 2020 et le deuxième numéro de 2020. Il y a des articles fort intéressants et comme vous le savez, c'est une revue internationale. Il n'y a pas que des Congolais qui publient, mais vous avez des universités qui viennent de tous les pays. Compilation, en fait. Et je dois dire, et je le répéterai, c'est l'unique revue internationale de ce niveau-là qui paraît dans ce pays. Je dis bien l'unique. Alors, on va terminer le dossier. Donc, c'est ça la recherche. Donc, je crois que le président de la République, non seulement il a visité, mais il y a lieu d'aller plus loin, de penser à l'amélioration des conditions de travail à l'université, de pouvoir de ces universités des livres pour les bibliothèques, des laboratoires, également de prendre soin des étudiants, des étudiantes et des professeurs qui enseignent. Parce que la situation n'est pas très bonne. Hier, je lisais encore, depuis le début de l'année, 30 professeurs sont décédés. 30 professeurs d'université. Et une vingtaine à l'université de Kinshasa. Ce sont ces gens qui ont été formés à l'étranger. Ça va prendre combien de temps pour les remplacer? C'est terrible. C'est une catastrophe. Non, mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de professeurs. Tout le monde est professeur à l'UNIKIN, il paraîtrait d'ailleurs. Non, tout le monde n'est pas professeur d'université. Vous savez, là aussi, c'est un problème. Je crois que le président a vu, on devra changer, améliorer les conditions de travail des professeurs et même d'études des étudiants des universités, mais également regarder les conditions d'accession à l'enseignement supérieur, parce que tout docteur ne peut pas être professeur. Le Congo est l'unique pays où quelqu'un obtient un doctorat, on dit à Longinaye, en Lingala, donc il a gagné, et on l'appelle professeur. Ça n'existe pas comme ça. Ailleurs, tu peux avoir ton doctorat, mais tu n'es pas prof. Il faut publier. Il faut faire de la recherche. C'est pourquoi, vous savez, mon conseil aux jeunes docteurs, et il y en a beaucoup, c'est qu'avant même de faire la politique, parce que beaucoup aiment faire la politique, beaucoup aiment être des conseillers, de ceci, cela. Avant de faire cela, si vous êtes vraiment une universitaire, commencez par la recherche. Vous pouvez faire la politique après. Mais l'universitaire, c'est d'abord un chercheur, c'est un enseignant, c'est quelqu'un dont la vie essentiellement repose sur la pensée. C'est ça qu'on appelle, c'est l'intellectuel au sommet, l'universitaire. Donc voilà le conseil que je pouvais donner. Bon, évidemment, on y reviendra au fur et à mesure qu'on parle de la recherche scientifique. Alors, parlons de l'université aujourd'hui. Félix Tshisekedi est allé à l'UNIKIN, mais il n'y a pas que l'UNIKIN qui a des problèmes. Parce que quand il est allé à l'UNIKIN, ceux de l'UPEN disent la même chose, l'UNIKIS pense la même chose, l'UNILU c'est la même chose. Toutes ces universités se trouvent dans une situation de précarité très avancée. Pas de laboratoire, pas d'auditoire confortable. Les étudiants étudient à même les sols. Il y en a qui payent pour prendre ne serait-ce qu'une place, en dehors de frais qu'ils payent toujours. Est-ce que la visite du chef de l'État n'est qu'une excursion, ce n'est qu'une politique de façade, une politique de spectacle, ou c'est véritablement une volonté manifeste de transformer les choses? Mais ce n'est pas une politique de façade. On vous a dit que depuis que nous sommes entrés dans le 3e millénaire, aucun président ne s'y est rendu. Est-ce que vous pouvez être? Aucun président, personne d'autre que Félix Tshisekedi n'a fait le saut de l'université. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de l'université? Parce qu'ils n'étaient pas... Non. C'est pourquoi s'il n'y a pas façade, parce que sinon, depuis 20 ans, quelqu'un s'y serait rendu. Non. Pourquoi il est allé à l'université? Évidemment, il ne faut pas comparer non plus l'UNIKIN à toutes les autres universités.
Il y a une différence, même si nous n'avons aucune université parmi les 200 premières en Afrique, nous n'allons pas comparer l'université de Kinshasa à d'autres universités dans le pays. Pourquoi nous n'allons pas comparer? Mais tout simplement parce que c'est la première université congolaise, c'est l'ex-Lovanium. Les meilleurs des professeurs, et la plupart des professeurs sont à l'UNIKIN. Vous n'allez pas les trouver ailleurs. Et d'ailleurs, le problème c'est quoi? Ce sont les professeurs de l'UNIKIN qui font vivre toutes ces universités que moi j'appelle des boutiques. Que vous avez n'importe où université telle. Ce sont les professeurs de l'UNIKIN. Ils sont combien donc? Vous n'allez pas comparer malgré ce qui se passe. Je sais qu'il y a des problèmes, mais même quand le niveau est bas, vous n'allez pas comparer l'UNIKIN à d'autres universités. Mais dans tous les cas, oui, l'UNIKIN c'est le miroir. Lorsque dans la première université, vous n'avez pas de bibliothèque, vous n'avez qu'à tirer les conséquences. Le président n'a pas le temps de se rendre à l'UPN. Il a vu. Lorsque dans la première des universités congolaises, il n'y a pas, les conditions sont médiocres. Donc il peut déjà faire une photographie, il n'a pas besoin d'aller à Kisangani, il n'a pas besoin d'aller à Lubumbashi. L'UNIKIN, c'est comme le thermomètre de la vie de nos universités. Absolument. Quand c'est précaire là-bas, partout, ça doit être précaire. Absolument, et vous le savez. Alors, quels sont les moyens que le président doit mettre en place? Quelle est la politique pour sauver notre université, pour la rendre compétitive? Je me mets à votre place quand vous enseignez en Afrique du Sud, quand vous êtes dans vos conseils de rédaction, non, je veux pas dire de réunions avec vos collègues professeurs en Afrique du Sud, au Mali et aux autres. Je me dis, mais est-ce que vous vous sentez bien? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre notre enseignement compétitif? Je ne me sens pas bien, je réponds. Je ne me sens pas bien parce que les conditions sont malheureuses. Oui. Les mêmes conditions dans lesquelles j'enseigne à l'Université d'Afrique du Sud, ce n'est pas à comparer à ce qu'il y a ici. Mais je suis congolais, nous devons contribuer à ce que les choses changent. La politique de l'enseignement supérieur, lorsque vous allez appeler le ministre Thomas Louaka, on pourra en débattre. C'est toute une politique. Il faut qu'on y réfléchisse. Porté par le ministre ou porté par le président de la République ou porté par le Premier ministre? Qui pense la politique de l'enseignement supérieur dans un pays? Mais la politique, qu'est-ce que le gouvernement? Vous savez bien, aussi on doit retourner à la Constitution. La politique nationale vient du gouvernement. Okay. Il faut que le gouvernement y réfléchisse. Mais combien de temps est-ce que ce gouvernement a pris le temps de réfléchir à l'université? Parce qu'on parle de la Chine, on parle de l'Inde, ils ignorent le rôle que joue l'université dans ces pays. Combien de fois un conseil des ministres où il y a eu des états généraux pour réfléchir sur l'enseignement? Je crois qu'il est plus qu'autant. Je crois que la visite du président Félix Tshisekedi à l'université de Kinshasa doit servir de détonateur. Ça doit être un appel au gouvernement pour que le gouvernement enfin s'intéresse à la question universitaire, pour que ce gouvernement s'intéresse à l'université et que ce gouvernement comprenne que s'il n'y a pas d'université, s'il n'y a pas de recherche, ce pays n'a pas d'avenir. Alors, on va terminer cette question, mais je suis intéressé, je voudrais savoir pourquoi ce contraste, André Mbata. Vous avez le gouvernement de Kabila, on commence même avec Mobutu. Le gouvernement de Mobutu remplit des professeurs. Vous avez le gouvernement de Kabila Laurent rempli des professeurs. Vous avez le gouvernement de Kabila Joseph rempli des professeurs. Celui-ci dirigé même par un professeur, le gouvernement Félix Tshisekedi. Mais pourquoi la question de l'université n'est toujours pas prioritaire? Je crois que je vous ai dit, la visite du président Tshisekedi doit servir de détonateur. Le professeur Ilunga Ilunkamba, notre aîné, c'est un professeur ordinaire, comme nous autres. Mais vous savez, quand on commence à faire la politique, on oublie même l'université. Et là n'est pas le problème. Lorsque vous voyez des professeurs d'université en train de faire la politique, ils abandonnent l'université. Il y a eu Matata Pogno qui est devenu professeur. Matata Pogno n'est pas il est devenu professeur par la suite. Oui, par la suite, on a entendu ça. Et puis, le professeur Mabi est parti de l'école doctorale, bref, tout ça. Vous n'allez pas parler de... Vous n'allez pas comparer le prof Mabi quand même à Matata Pogno. Ah, mais il y a eu de raclée par Matata Pogno. Matata Pogno l'a raclé un peu. Le prof Mabi, le niveau du prof Mabi le place à un point tel que vous n'allez pas le comparer au prof Matata, mais malgré, évidemment, le prof Matata, c'est un jeune professeur. Mais vous n'allez pas comparer à Mabi Mulumba, quelqu'un qui a brillé dans son domaine, quelqu'un qui est très bien connu sur le continent dans ses publications et dans ses recherches. Je souhaite la même chance au professeur Matata, mais il peut suivre les traces de son aîné, le professeur Mabi, mais vous n'allez pas... Effectivement, même dans le métier, il y a des aînés. Oui. Donc, il y a à comparer, à ne pas comparer. Et tous sont professeurs, mais ici, il faut souhaiter que le prof Matata, qui a créé une université chez lui, ce dont je l'en félicite, même si les fonds
à la base de la création de cette université peut poser des problèmes. On peut se demander d'où est venu cet argent-là. Subitement, quelqu'un crée des universités modernes. Il a dit qu'il y a beaucoup de fonds, il y a eu beaucoup de fonds, il y a eu beaucoup de partenaires. Et ben, non, quand vous êtes au gouvernement, vous ne faites pas ça, c'est la corruption. Ben, il a fait une conférence en disant... Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas profiter de votre position au gouvernement pour faire des activités privées. C'est interdit par la loi, par la Constitution. Il dit que c'est sa fondation qui a créé l'université et pas lui. Et quelle fondation? Sa fondation Matata Ponyo. Dans tous les cas, l'émission n'est pas sur Matata. Je crois que nous, au niveau de l'IDGPA, vous vous en souvenez, mon institut a introduit une action au niveau de la Cour de cassation. Sans succès jusqu'aujourd'hui. Mais on attend, parce que la Constitution est claire. La Constitution dit ceci. Avant d'entrer en fonction, le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les autres membres du gouvernement doivent faire une déclaration de leurs biens. Bien, patrimoine familial. Qu'est-ce que votre femme a quand vous entrez au gouvernement? Est-ce que vos enfants ont des biens? Vous devez faire déclarer ça et à la sortie, vous devez faire la même déclaration. Et mon institut a justement demandé à la Cour de cassation, qui est compétente, pour s'intéresser au cas de personnes qui ont quitté le pouvoir, qui n'ont pas fait de déclaration, en commençant par l'ancien président de la République. Je ne sais pas si on doit vérifier si l'ancien président a fait une déclaration de ses biens pour nous dire il était entré avec quoi au pouvoir, il est sorti avec quoi et d'où viennent les fonds. Mais la loi ne rétroagit pas, André Mbata. La loi ne rétroagit pas. Il est entré au pouvoir en 2001, la Constitution est venue en 2006. Vous n'allez pas demander à la loi de rétroagir, de revenir en 2001. Non, on ne réagit pas. Il a quitté le pouvoir quand? En 2018? Oui, en 2019, oui. C'est comme ça, il n'y a pas prescription. Oh, d'accord. Alors tous ces premiers ministres, monsieur Matata, le pauvre Matata, il était Premier ministre, il a fait une déclaration. Il devait faire une autre déclaration pour dire, quand il sort du gouvernement, d'où viennent les biens qui lui appartiennent. Mais il n'y a pas que lui, il y a M. Muzito, il y a Chibala, il y a Ah. Sami Badibanga, Oui. il n'y a pas que. Il y a les membres du gouvernement. Okay. Et il n'y a pas que non plus d'après la Constitution. Mais prenez quelqu'un qui a été à la CENI. À la CENI, on fait également des cas. Quand vous quittez la CENI, vous devez faire une déclaration, nous dire, quand vous quittez la CENI, de quels biens vous disposez et comment vous les avez eus. Alors vous allez parce que sinon, il y a non, pas tout le monde. Tout le monde n'a pas été à la CENI, tout le monde n'a pas été président de la République, tout le monde n'a pas été premier ministre, membre du gouvernement, voire vous n'avez pas été membre du gouvernement. Il faut favoriser la paix. Il paraîtrait qu'au nom de la paix, on peut laisser certaines choses. La paix, il faut favoriser la médiocrité, la criminalité politique. Parce que c'est la délinquance en réalité. Au nom de la paix, la délinquance, vive la délinquance au nom de la paix sociale, vive la criminalité, vive les détournements, non. Ça, ce n'est pas le Congo pour lequel nos pères de l'indépendance ont versé le sang. Très bien. Les Lumumba et les Kasavubu, vous connaissez toutes les histoires. Oui. Kasavu, il n'était pas venu au pouvoir pour s'enrichir. Il est parti d'ailleurs sans... Il est parti. Ouais, et Lumumba, vous connaissez combien de fermes Lumumba a laissé? Un seul vélo, il paraîtrait. Et puis... Vous connaissez combien de fermes Kasavubu a laissé? Combien de bateaux? Mais c'est pas non plus mauvais d'avoir des bateaux et d'avoir des mais fermes. Vous les avez comment? Ouais. Votre argent, d'où vient l'argent qui vous a permis de construire ça? Vous faites des dons. D'où vient l'argent qui vous permet de faire des dons? Vous êtes salarié. Mais on doit savoir, est-ce que votre salaire vous permet de circuler dans tous les pays, dans tous les hôpitaux, dans toutes les maternités, en train de faire des dons? C'est très bien. Mais quelle est la source? Parce qu'il y a des questions de blanchiment d'argent, et tout ça, ce sont des... on encourage quand même, on encourage, mais si c'est sur des fonds propres, je ne dis pas que tous ceux qui font des dons, ils ont volé l'État, ils ont détourné, non, je ne dis pas ça. Oui. Mais je suis en train de parler seulement en termes de principe. Alors aujourd'hui, on va parler d'abord cette actualité. Vous avez tous appris, 2 juges ont estimé qu'ils ont été illégalement bougés, nommés respectivement à la Cour de cassation, et ils ont estimé que c'était déjà faux parce qu'ils ont un mandat de 9 ans, ils ont remercié le chef de l'État, mais en même temps ils ont dit au chef de l'État qu'eux n'étaient pas d'accord et n'étaient pas prêts, c'était une lettre ouverte. La question que le Congolais se pose, pourquoi tout est devenu médiatisé aujourd'hui? On a comme l'impression que tout se passe dans le média, le tribunal c'est dans le média, les réponses dans le média, les adresses dans le média. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas de respect pour le chef de l'État? Est-ce parce qu'on n'a pas de respect pour lui? Ou c'est parce que, bon, c'est la démocratie, tout le monde peut s'exprimer dans le média? Bon, mais vous savez, le président vient de l'UDPS. Oui. C'est la démocratie. Il y a une différence. Mais ça, on ne le voyait pas à l'époque de Kabila. Hein? Mais comment vous alliez voir à l'époque de la dictature? Est-ce que ce n'est pas la légèreté que vous confondez à la démocratie? Non. Maintenant, c'est un président démocrate.
Félix Tshisekedi vient d'un parti, c'est un démocrate. On ne va pas vous arrêter parce que on l'insulte à longueur de journée. Ah, Henri Magie en prison, hein. Un monsieur Henri Magie en prison. Ce n'est pas lui qui l'a poursuivi, mais écoutez, oui. Le crime, j'ai dit ici, ce n'est pas au nom de la paix qu'on va favoriser la criminalité. Mais si vous allez outrager, vous commettez un crime. Ce n'est pas pour la paix sociale. Henri Magie, bon, il se permettait de dire ce qu'il voulait dire. Il avait le soutien de ses amis qui l'encourageaient. Mais bon, malheureusement, personne n'est avec lui. Il est en train de comprendre qu'on ne peut pas. Le président de la République, c'est le chef de l'État. Et il faut savoir ce qu'on est en train de dire. Revenons sur le cas des deux juges. Je crois que ce débat était fini, était arrivé à un terme, lorsque j'ai eu à débattre avec mon collègue, l'ancien ministre Mende. Je crois que j'étais assez clair sur Top Congo que les ordonnances étaient constitutionnelles. Elles avaient été contresignées par le vice-premier ministre. Cela, la Constitution le lui permettait. Il y a eu beaucoup de débats, comme toujours, des Congolais dans les médias. C'est inconstitutionnel. Mais vous avez vu le Premier ministre réclamer? Si, il a fait une lettre. Pourquoi les réactions épidermiques? Oui, mais il y a le Premier ministre s'est adressé au chef de l'État par voie de médias. Quelle voie de médias? Ce n'était peut-être pas lui, il était à un conseil de ministres. Le pauvre Ilunga n'a rien dit sur les ordonnances. Vous entendez encore ce débat-là? Pourquoi est-ce que dans ce pays on veut tous les débats? Ce débat était clos. Le débat se situe au niveau de l'intérim et au niveau du contre-saint. On a expliqué à tous ces faux constitutionnalistes, vous avez appelé un constitutionnaliste, à tous ces tambourinaires et les turiféraires et qui font du droit constitutionnel comme M. Jourdain faisait de la prose. Donc, tout le monde, on va répéter combien de fois aux Congolais. Et c'est bien, et vous me donnez cette occasion, surtout vous les médias. Les médias, vous recevez tel, il est constitutionnaliste. Mais monsieur le journaliste, je ne m'adresse pas à vous parce que Christian Bossembe, c'est un juriste, c'est bien formé. Merci. Mais c'est tout le monde, je reçois tel constitutionnaliste. C'est quel constitutionnaliste? Il est constitutionnaliste où? Tout le monde n'est pas constitutionnaliste. Vous avez même des députés qui sont tout le temps dans les médias, ils parlent. Vous parlez au nom de la Constitution, vous l'avez étudié où, monsieur l'honorable député? Ce n'est pas parce que vous êtes député que vous êtes devenu constitutionnaliste. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre, vous êtes d'une famille politique, non. Mais ce n'est pas non plus une chaque discipline a ses spécialistes. Vous n'allez pas quand même interdire aux gens de réfléchir sur la Constitution. Non, c'est clair. Réfléchissez sur la Constitution, mais pensez qu'il y a des spécialistes. Christian, vous n'êtes pas... vous n'allez pas parler de coronavirus. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez soumis un protocole de guérison de non, pas du tout. Pourquoi pas? Parce que je ne suis pas médecin. Alors, c'est seulement le droit que tout le monde... Non, quand même, soyez sérieux. Mais les deux juges ont estimé qu'ils avaient 9 ans de mandat. Les deux juges... Oui. Ouboulou et Kilomba, je crois. Ils ont tous estimé que le président s'était trompé. Ils ne l'ont peut-être pas dit clairement, mais dans les textes, on voit ça. Ils disent qu'ils avaient 9 ans de mandat et ils ne voyaient pas l'importance de quitter la cour constitutionnelle pour une autre cour. C'est vraiment de la sorcellerie. Mais quelle mouche a pris les amis Kilonda et Ouboulou? Voilà pourquoi, pour aller à la cour constitutionnelle, il faut d'abord qu'on mette à cette cour des gens qui connaissent réellement le droit. Comment les gens qui sont à la cour constitutionnelle n'arrivent pas à comprendre même le droit? C'est la catastrophe. S'ils ne peuvent pas comprendre le droit quand il s'applique à eux, quel droit est-ce qu'ils peuvent dire à la cour constitutionnelle? Mais comment sont-ils arrivés là-bas? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et dans le cas des juges, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on doit s'en prendre au président Félix Tshisekedi? L'article 82, il les a nommés en vertu de l'article en utilisant ses pouvoirs, l'article 69, l'article 82 et l'article 152. Le président, c'est lui qui nomme les magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Pourquoi s'en prendre à lui? Mais c'est le Conseil supérieur de la magistrature, j'avais même l'ordonnance. Les gens parlent de ces questions comme tout le monde. Il y a des charlatans en droit constitutionnel. Vraiment des charlatans. Moi, c'est des guignols. C'est vraiment le mot. Ça, c'est l'ordonnance en question. Je peux voir. Vous voyez l'ordonnance? Ça, c'est l'ordonnance qui nommait M. Kiboulou et M. Kilomba, notamment parmi les présidents de la Cour de cassation, une promotion du reste. Voilà l'ordonnance. C'est sur une proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la Cour de cassation, Ouboulou Pungu, et puis Kilomba Gonzi.
sont nommés au grade des fonctions ci-après. Les magistrats civils du siège... Voilà, et cette ordonnance mettait fin à abrogeait toutes les dispositions antérieures. Oui. Donc, ils étaient nommés, ils étaient en fait promus. Mais quelque chose de terrible doit s'être passé avec les deux amis. Comment est-ce possible? Donc, le président a agi, il nomme les magistrats, c'est l'article 82 de la Constitution, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Vous l'avez? Oui, si. Parce que votre émission, vous savez, avec vous, il faut toujours voir c'est toujours une occasion de se familiariser avec la Constitution pour ce... Que dit l'article 82? Le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et les cas échéants révoque par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Et vous savez qui est président du Conseil supérieur de la magistrature? Vous savez qui est président du Conseil supérieur de la magistrature? Qui le président de la Cour constitutionnelle. Hein? Parce que les gens ne le savent pas. C'est lui qui dirige, qui fait des propositions là. Mais c'est le chef de Kilomba, c'est lui, le président du Conseil supérieur de la magistrature. Vous parlez de M. Luamba? Non, Luamba n'est pas là, il y a un intérimaire. Un intérimaire? Oui. Encore la question de l'intérimaire. Mais M. Funga, il est là. Mais il est intérimaire. Le professeur Eberhard, il est intérimaire. Vous ne l'avez pas signé parce que vous revenez, vous voulez me faire rentrer au débat. Vous n'avez pas vu pour copie certifiée conforme à l'original? Professeur, docteur Désiré Cachemire, Kolongele et Eberhard. Il signe qui? Directeur de cabinet? Directeur de cabinet AI. Alors vous allez, il ne peut pas signer. Donc laissez ces débats-là, nos amis, ces débats-là aux constitutionnalistes, ils sont là, il ne faut pas aller trop loin. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup dans le pays. Mais quel conséquence? Bon, revenons ici sur le débat, à la question. Donc, le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions et le président nomme sur base des propositions. Donc, avant même, au lieu même de s'en prendre au président, on devait s'en prendre au Conseil supérieur de la magistrature. Mais on ne peut même pas s'en prendre parce que le Conseil supérieur de la magistrature agit conformément à la loi. Et le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par qui? Un collègue le président. Le chef de Kilomba. Oui, c'est lui qui a fait, c'est ce conseil-là qui a fait des propositions. Alors, et dans leur intérêt, s'il vous plaît. Dans leur intérêt, pourquoi? Parce que, vous savez, les deux, ils viennent, ce sont des anciens magistrats avant d'aller à la Cour constitutionnelle. Avant d'aller à la Cour constitutionnelle, ils n'étaient pas président de la Cour de cassation. Ils occupaient des grades inférieurs. Et ça, c'est une promotion pour eux. Et vous savez, quand vous êtes président de la Cour de cassation, mais vous êtes là jusqu'à la retraite. Ils sont dans leur cinquantaine. Donc, Obulo et Kilomba pouvaient encore rester au service du pouvoir judiciaire comme magistrat jusqu'à 75 ans, s'il vous plaît. C'est pourquoi je parle, moi, de la sorcellerie. Comment vous pouvez sacrifier de telles occasions? Et ils ont été notifiés par le Conseil supérieur de la magistrature. On a vu la lettre, c'est vrai, on a vu la notification. Mais vous avez vu la notification? Si, on a vu. Vous n'avez pas bien vu la notification. Okay. Tout le monde dit ça. Regardez comment ils signent la notification, les deux. On a vu la lettre. Oui, on a vu. Ici, c'est le notifié Ubulu Pungu, président de la Cour de cassation. Quelles sont les implications? Ils ont accepté. Si, parce que vous n'étiez pas encore président de la cassation, de la Cour. Ils acceptent et ils signent en tant que président de la Cour de cassation. Ils signent en tant que... Et Kilomba? Et Kilomba, président à la Cour de cassation. Est-ce que vos caméras peuvent bien montrer ça? Donc, les deux dont on dit qu'ils ont rejeté, voilà. Vous n'avez juste à montrer. Voilà. Oui. Ils ont signé en tant que président de la Cour de cassation et notre ami Kilomba, Ngozi, et notre ami Ubulu Pungu, ils ont signé comme président de cassation. Ils ont accepté. Et plus grave, vous savez quoi? Le jour de la prestation de serment, ils sont allés faire des toges. On dit même à l'imiter. On dit qu'ils ont même simulé. Ils sont allés faire des toges. Ils sont allés à l'entraînement le 3. Et le 4, ils font parvenir une lettre antidatée du 27. Non. C'est pourquoi je me demande ce qui s'est réellement passé. Mais qu'est-ce qui s'est bien? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Moi, je me demande, c'est pourquoi je me posais la question si ce n'était pas une question de sorcellerie. Bon, laissons ça. Mais je vois, il y a un lien. Lorsque vous voyez le communiqué de nos amis, que j'aime bien du FCC, ils avaient annoncé au départ que le juge n'avait pas accepté, il n'avait pas... Mais je dois dire maintenant, est-ce que vous les voyez encore?
Ils sont les premiers à passer dans les médias. Pourquoi vous allez vous interférer? Il n'y a pas... D'abord, on a dit qu'il n'y a pas eu réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Mais vous n'êtes pas magistrat. Quand le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni, est-ce qu'il doit envoyer, il doit informer l'IMT? Il doit informer Pumbu, le PPRD? Il doit envoyer une invitation dans une ferme ou dans un palais pour vous dire nous allons nous réunir? Non! Vous n'êtes pas magistrat, ils ont comme des connexions, ils peuvent savoir si c'est réunis, oui ou non. Vous savez, il vous dit, c'est qui notifie? C'est le secrétaire permanent. Oui. C'est qui, s'il vous plaît? Le secrétaire permanent, c'est BVGT, je crois. BVGT ou BVGT. Pingasolo. C'est le secrétaire permanent. Général-major. C'est général-major. Oui. C'est lui qui notifie. Ils se sont réunis. Qu'est-ce que vous allez contester? C'est lui le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui qui notifie. Il confirme, ils se sont réunis. Ce n'est pas un problème à leur niveau. Mais où est-ce que les gens ont tiré le fait que non, ils ne se sont jamais réunis? Alors, de là à la rénonciation. Alors, sinon, maintenant, oui. Qu'est-ce qui s'est bien passé? On y va. Ce qui s'est passé, c'est que nos amis, ils ont suivi des mauvais conseillers d'une famille politique. Bon, moi, je ne peux pas dire, je crois du FCC. Parce que c'était clair, quand vous voyez, on ne va même pas plus. Vous voyez le communiqué du FCC. Je crois, le collègue au boulot, collègue comme juriste, pas collègue comme professeur d'université, des universités. Vous êtes très jaloux avec votre titre. Hein? Bon, ce n'est pas facile d'être professeur des universités, dans tous les cas. Bon, écoutez, s'ils m'avaient demandé conseil, ils sont allés demander des mauvais conseillers. Oui. Et pourtant, on a averti les gens. Dans le camp de nos amis, il n'y a plus beaucoup de constitutionnalistes. Et c'est gratuit le conseil. Si on nous avait consulté, on n'allait plus dire à nos amis, écoutez, vous pouvez faire ceci. Mais ils sont allés chercher des mauvais conseillers, des gens qui ne connaissent même pas le droit constitutionnel. Et voilà là où on est tombé. Pourquoi les profs Bouchab ne parlent pas? Pourquoi vous voulez rêver? Pourquoi est-ce que le prof Bouchab doit parler quand il n'est pas en désaccord? Mais pourquoi les profs Kamokoun ne parlent pas? Le prof Kamokoun, pourquoi est-ce qu'il doit parler? Je ne comprends pas. Pourquoi quand les grandes questions de la Constitution se posent à leur niveau, pourquoi ils ne parlent? Pourquoi ils se taisent? Non. Pourquoi les autres parlent alors qu'ils n'ont pas la qualité de parler? Ils parlent, mais qu'est-ce que vous voulez s'ils ne sont pas écoutés? Hein? Vous avez une famille comme le FC ou le PPRD, tout le monde se dit juriste. Mais s'ils n'écoutent pas le prof Évariste Bouchab, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Non, qu'on laisse le prof Évariste tranquille, il garde ses connaissances seulement pour l'université. Le prof Kamokoun est gouverneur, intérimaire à Kananga, il parle, il sait se prononcer, et ainsi de suite. Alors, et si sa famille politique, lui, il appartient, c'est quelqu'un qui appartient à l'AFDCA de l'honorable Bahati, c'est sûr qu'il est consulté, mais écoutez ceci. Les politiciens doivent comprendre qu'ils doivent écouter leurs constitutionnalistes. Parce que vous savez, souvent les constitutionnalistes ne sont pas écoutés. Il faut que ça commence d'abord par chez vous, au niveau de l'UDPS, parce que toutes les actions du président sont contredites. On dit même que... Mais contredites par qui? Je l'aide pas beaucoup. Je viens de vous... Qui dit ça? C'est lui qui a l'habitude de dire ça, n'est même pas constitutionnaliste. Et je ne vais pas citer son nom. Ouais, heureusement, vous le savez. Ils disent le chef n'a pas de constitutionnaliste. Mais tu n'as fait que les sciences sociales. Si tu as fait la psychologie, comment tu vas dire que le chef n'est pas bien entouré? Hein? Si tu as fait la sociologie, si tu as fait la chimie, tu ne dois pas dire que le président n'est pas entouré en matière de droit constitutionnel. Le président, écoutez, allez-y. Ce président a à sa disposition certains des meilleurs constitutionnalistes du continent. Ce président, je parle de Félix Tshisekedi, je ne parle pas d'autres. Ce président, lorsqu'il le veut, et s'il le veut, il peut à la minute même recevoir les avis des meilleurs constitutionnalistes du continent et même du monde et les écouter. Donc, ceux qui disent ça, les ordonnances, qui a critiqué, j'ai démontré à plusieurs reprises qu'elles sont constitutionnelles. Il ne faut pas suivre le discours des politologues. Il y a des gens qui font la politologie au lieu du droit constitutionnel. Et le droit constitutionnel, ce n'est pas la politologie, ce n'est pas la science politique. J'ai suivi un classique du FCC penser que le président fait maintenant l'opportunisme, il attend le déplacement du Premier ministre pour signer des ordonnances, et du coup, vous mettez le Premier ministre dans une situation très difficile où il ne sait plus voyager, parce que s'il voyage, vous allez sortir des ordonnances. mais écoutez, mais le Premier ministre, lorsque Bruno Tchibalon vous a donné plusieurs exemples. Oui, mais pourquoi vous voulez corriger une erreur par une autre? Est-ce que c'était une erreur? Qui vous a dit que c'était une erreur? Alors pourquoi vous avez... Hein? Oui, mais alors... Qui vous a dit que c'était... Qui a dit que c'était une erreur? Alors, acceptez que Kabila ait mené un exemple. Kabila vous donne d'exemples aujourd'hui. Kabila ne donne pas d'exemple. Alors? Parce qu'il n'a pas d'exemple à donner. S'il n'a pas d'exemple à donner, mais vous... Non, je dois rectifier. Je dois rectifier. Il peut peut-être donner des exemples à Ouattara.
et mon institut a réagi fermement. Alassane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire, il est en train de faire tomber la Côte d'Ivoire, ce pays qui était avancé vraiment dans la dictature. Et là, M. Kabila a été forcé d'accepter ce que le peuple a dit. Donc, dans tous les cas, je n'ai pas trop de temps à parler de l'ancien président de la République. Il nous a dirigés, il a fait son temps. Les gens pensent que vous corrigez vos erreurs, vous voulez excuser vos gestes, je dois dire par rapport aux erreurs de Kabila. J'ai expliqué sur le plan du droit constitutionnel que le Premier ministre, en cas d'empêchement, son intérim est assumé par le ministre précédent. Regardez un peu l'article 90. Le gouvernement est composé du Premier ministre, et des ministres, des vice-ministres, et les cas échéants de vice-premier ministre, des ministres d'État et des ministres délégués. Il est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la présidence. Alors on copie qui? On ne fait que la Constitution. C'est ça la Constitution. L'intérim est assumé par qui? Ici, c'est le vice-premier ministre Gilbert Kankondé. C'est lui le président. Le Premier ministre n'est pas là, c'est lui qui contresigne et il l'a fait valablement. Le problème, c'est quand il n'est pas là. Expliquez-vous quel est l'empêchement? Est-ce que quand il est à Lubumbashi, c'est un empêchement? Est-ce que quand il est au Katanga, c'est un empêchement? Est-ce que quand il est à Boma, c'est un empêchement? À partir de quand l'empêchement court? Non, il n'y a pas de définition d'empêchement en droit constitutionnel. Je vous mentirai. Mais écoutez, mon cher ami, tu peux être à Kinshasa à l'hôpital, tu vas signer comment? Tu peux être indisposé, tu es à Kinshasa même. Tu vas signer comment? Donc c'est par déduction. Tu peux être en difficulté. L'empêchement, comprenons-le dans le français facile. Nous parlons ici, je crois que l'une de nos obligations, c'est de vulgariser le droit constitutionnel. Empêchement, c'est-à-dire il ne peut pas le faire à ce moment-là précis. Et pourquoi il l'a fait le président? Pourquoi 2 jours seulement? Le président Félix Tshisekedi est l'unique personne dans ce pays qui sait apprécier la nécessité et l'urgence. Parce qu'il connaît lui seul à toutes les informations des services de sécurité. Lui reçoit tous les rapports. Lui seul assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions, pas une autre personne. Est-ce que si c'était Kabila, allez-vous dire la même chose? Si c'était Kabila qui avait fait ça et que vous étiez dans l'opposition comme avant, est-ce que alliez-vous dire la même chose? Mais quand le vice-premier ministre Cheikh Kitundu a contresigné, vous m'avez vu moi à intervenir? Sur cette question-là, non, vous n'avez pas intervenu, peut-être parce que vous disiez que ça ne sert à rien d'intervenir. Non, je suis intervenu plusieurs fois pour parler de l'article 220, qu'on ne pouvait pas toucher à l'article 220, qu'il n'y avait que 2 mandats, on ne pouvait pas aller au-delà. Et déjà, je parlais de cette histoire de mourir et de ressusciter le 3e jour si on devait revenir. J'étais clair, j'intervenais. Là, est-ce que vous m'avez vu intervenir? Lorsque M. Makila a contresigné, est-ce que vous m'avez vu intervenir? Lorsque le ministre, l'ancien ministre de la Défense, il avait contresigné. Lorsqu'on contresignait, mais le Premier ministre Tchibala était dans la ville. Il était dans la ville. Il était dans l'empêchement. Alors, donc ici, mais moi je ne vais pas au fait. Moi, le constitutionnaliste ne veut pas au fait, d'abord, pour justifier. C'est d'abord la Constitution, l'article 90 qui dit qu'en cas d'empêchement, le ministre, le membre du gouvernement précédent assure l'intérim du Premier ministre. Revenons sur la question de M. Ouboulou. André Mbata, pouvez-vous nous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on entend par le 9 ans de la Cour, au niveau de la Cour c'est un mandat. Constitutionnelle? C'est un mandat. Comment ça se justifie? Comment ça s'explique? C'est un mandat. Pour eux, vous n'allez même pas les assumer. Tous. Pourquoi? Parce que chaque 3 ans, il y a tirage au sort. Vous comprenez? Si vous êtes tiré au sort, par exemple, après 3 ans, vous allez encore invoquer cet argument, non, j'avais droit à 9 ans. Et M. Ouboulou et M. Kulomba le savent. Qu'en cas de tirage au sort, vous ne faites pas les 9 ans. Mais là, il ne s'agissait pas d'un tirage au sort. Oui. Vous ne faites pas les 9 ans. En cas de tirage au sort. Ici, ils viennent de la magistrature. OK. Il y a plusieurs cas. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui décide. Alors, je crois qu'on doit aussi parler même de l'inamovibilité des juges. Oui, monsieur. Que les juges ne peuvent pas être déplacés d'une juridiction à l'autre sans leur consentement. Mais la Constitution dit ceci, que lorsqu'il y a une nomination nouvelle, ils peuvent être déplacés.
contre leur Lorsqu'il y a une nomination, parce que vous ne pouvez pas refuser une nomination. Je crois qu'il faut trouver une disposition. Est-ce que ce n'est pas l'article 150? Regardez un peu, je n'ai pas mes lunettes près de moi. L'article 150, vous dites. On est là, c'est l'article 150. Le pouvoir judiciaire est les garants des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Une loi organique fixe les statuts des magistrats. Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, donc ma mémoire ne me trahit pas encore en ce qui concerne la connaissance de la Constitution. C'est l'article 150. Ils ne peuvent être déplacés que par... Oui, là vous avez raison. Par une nomination nouvelle. Ou à sa demande. Oui. Ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, la demande n'intervient pas pour une nomination nouvelle. C'est le français facile. Oui. Est-ce que nommer quelqu'un président de la Cour de cassation, est-ce que ce n'est pas une nomination nouvelle? Bah, si, parce qu'il n'avait pas cette fonction avant. Donc, c'est une nomination nouvelle. Oui. Et alors, pourquoi on parle de l'inamovibilité? C'est pourtant si simple dans la Constitution. C'est une nomination nouvelle, ça s'applique. Alors, mais la grande question, est-ce que... Et puis, même dans la pratique maintenant, oui. on peut vous nommer à d'autres fonctions. Oui. Le professeur Vundowi, mon aîné à la faculté de droit, mais il est président du Conseil d'État. Pourquoi quand on l'a déplacé, c'était une nomination nouvelle, n'est-ce pas? Quand il est devenu président du Conseil d'État. Vous avez entendu le professeur Vundowi vous dire non, j'ai mes 9 ans? Non, est-ce qu'on parle des juges de la Cour constitutionnelle ou on parle des juges des instances inférieures? Ici, on parle des juges. Oui. Pas des juges de la Cour constitutionnelle. On parle des juges de la Cour constitutionnelle. Il faut dire, là, vous posez une question qui demande beaucoup de temps. Oui. Hein? Qui demande beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que les juges de la Cour constitutionnelle sont soumis à un statut particulier. Mais ici, les autres juges sont soumis au statut de magistrat. Alors, eux... Mais ça, dans l'ensemble, lorsque vous voyez, c'est ça le débat qu'on a un peu avec le secrétaire terminal. Parce que le Conseil supérieur de la magistrature, par exemple, il est présidé par le président de la Cour constitutionnelle. Le procureur général près de la Cour constitutionnelle est également membre du Conseil supérieur de la magistrature. Donc ici, dans tous les cas, le président a agi sur proposition du Conseil, le même Conseil qui les avait envoyés. Oui, mais là où ici devant moi, vous êtes spécialiste en droit constitutionnel. Oui. Est-ce qu'ici on parle des juges de la Cour constitutionnelle ou on parle des juges des autres instances? Ici on parle des juges. Alors pourquoi on va appliquer ce principe aux juges constitutionnels? Ici j'ai juste évoqué pour répondre à ceux qui parlaient de l'inamovibilité. Vous comprenez? C'est vous qui avez, quand vous avez dit qu'il avait encore droit à 9 ans, c'est quand ça demande, c'est à ce moment-là que j'ai évoqué ce cas-là. Vous comprenez? Est-ce que la Cour est bien faite? Est-ce que la Cour est bien structurée d'abord? Est-ce que nous n'avons pas des problèmes structurels au niveau de la Cour constitutionnelle, de sa formation, de comment elle fonctionne aussi? Non, mais c'est comme ça. La première année, c'est-à-dire quoi? En réalité, des gens comme les juges, comme Iboulou et Kilomba, ils pouvaient être tirés au tirage au sort. Sur le plan du droit constitutionnel, le tirage au sort devait avoir lieu. Vous vous rappelez le moment lorsque le juge, les collègues Banyakou et Sambo avaient démissionné? Exact. À cette période-là, on devait faire un tirage au sort. 3 devaient quitter. Mais il n'y a pas eu de tirage au sort. M. Luamba avait triché. Avec l'appui du régime en place, il n'y avait pas eu de tirage au sort et nous avions décrété ces situations-là. Il n'y a pas eu de tirage au sort. Peut-être que le juge dont nous parlons maintenant, ils auraient été déjà tirés au sort, peut-être qu'ils auraient été remplacés par des juges beaucoup plus compétents. Hein? Et beaucoup plus intègre peut-être. Alors, mais comment ça va se passer? Quelles conséquences? Bon, les conséquences partent de la magistrature? Est-ce qu'ils sortent par la petite porte? Seront-ils réintégrés autrement? Sanctionnés? Abstention coupable? Rébellion? Qu'est-ce qu'on peut retenir de la situation? Bon, dans ce cas précis, j'ai vu la communication du Conseil supérieur de la magistrature, l'organe qui les gère, qui a fait allusion à l'article, qui a fait référence à l'article 45. Alinéa 3 des statuts, qu'un juge qui n'a pas prêté serment, hein, il a 30 jours. Oui. Faute de quoi, il est considéré démissionnaire. Et c'est la démission d'office. D'office. Oui, démission d'office qui sera constatée par une révocation par ordonnance présidentielle. Mais ce n'est pas encore le cas, ils ont encore quelques jours devant eux.
Bon, c'est maintenant, je crois qu'ils doivent faire comprendre maintenant à ceux qui les avaient mal conseillés. Hein? D'abord, je dois dire ceci. Le jeu qui s'est joué entre le FCC et les deux juges. Le FCC, c'est le jeu de cache-cache. Ils ont accepté, mais ils n'ont pas dit au FCC qu'ils avaient accepté. Et le FCC, les prétendus juristes du FCC, ils disent qu'ils n'ont pas été consultés alors que les autres ont même signé. Est-ce que les amis qui les défendaient là, est-ce qu'ils savaient qu'ils sont allés faire des toges? Donc personne n'a dit la vérité. Ils ont même fait la remise et reprise. Ils ont quitté même les bureaux. Oui. Ils sont même allés s'entraîner pour prêter serment le lendemain. Est-ce qu'ils ont dit ça à leurs parents? Donc personne n'a dit la vérité à l'autre. Jamais. Donc, je crois que nos amis ont voulu faire de la politique. Je crois qu'ils sont partis 10%, je leur dis 10% pour rester dans la magistrature parce que ils vont prêter serment quand? Ben, il reste 30 jours. Disons, il reste 30 Non, jours. pas 30 maintenant. jours, c'est à partir de la notification. Oui, la notification. C'est depuis le 21. Ouais, Il reste combien? Il reste certainement quelques jours, 2 semaines peut-être. Ouais. Ils peuvent le faire. Mais est-ce que Il leur reste une dizaine de jours pour partir de la magistrature. Est-ce que Félix Tshisekedi ne devient-il pas un dictateur judiciaire? Est-ce qu'il ne mène pas la dictature judiciaire? Non, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui les a proposés. Ils ont obéi. Ce n'est pas. La proposition viendra du Conseil supérieur de la magistrature. Félix Tshisekedi n'est pas un dictateur, il n'est pas venu au pouvoir pour être un dictateur. Et je l'ai toujours dit, nous n'avons pas un président pour faire la dictature. Vous avez souvenance de la dictature? Le président Félix Tshisekedi ne sera jamais un dictateur, il respectera la Constitution. Il ne restera pas au pouvoir. Félix Tshisekedi ne restera pas après, je suis sûr qu'il aura un deuxième mandat. Il ne fera pas plus de 2 mandats. Il ne va pas mener cette histoire de recensement dont on entend aujourd'hui. Lequel? Il prendra du temps et tout. Ça, ce n'est pas lui. Ça, ce n'est pas lui. Le président Félix Tshisekedi respectera ses 2 mandats et je ne parle pas comme l'autre qui disait à la télévision, tel il le respectera. Finalement, le gars n'avait pas respecté les 2 mandats. Ici, nous parlons de quelqu'un que nous connaissons. Félix Tshisekedi va respecter. Je ne suis pas en train de dire la même chose que l'autre disait sur TV5 Monde, en mentant au monde entier. Ce n'est pas la même chose. Attendons voir, il ne reste que 4 ans. Mais alors, on va finir cette question de juge. Il y a une autre question. Bon, sur les juges, oui, j'ai dit ceci. On va terminer. Ils seront déclarés, ils sont démissionnaires. Mais ça va se constater par ordonnance présidentielle. Le président ne va pas décider de lui-même, pas c'est un démocrate. Il va attendre le Conseil supérieur de la magistrature. Et les jeux, comment ça va se passer au niveau de la Cour constitutionnelle? Est-ce que le président va avoir les 3, il va avoir... et comment ça va se passer les dispatchings là-bas? Bon, il y a 3 nouveaux juges qui ont été nommés, qui devront prêter serment devant le Congrès avant d'entrer en fonction à la rentrée. Monsieur Ouboulou et l'autre étaient de quelle composante? Non, ils étaient du Conseil supérieur de la magistrature. Ah, d'accord. Je me demande pourquoi ils ont voulu politiser. Parce qu'ils perdent une fonction, ils pouvaient encore rester compter parmi les plus hauts magistrats pendant au moins 15 ans, même 20 ans. Comment est-ce qu'ils peuvent sacrifier? Mais c'est mauvais pour imaginez, pour les familles. Je pense aux enfants. Je pense aux parents des amis. Vous sacrifiez une carrière? Supposons même que vous étiez resté à la Cour constitutionnelle. Il y aura tirage au sort au mois d'avril de l'année prochaine. Si vous êtes tiré, vous êtes parti. Alors que si vous êtes à la Cour de cassation, vous restez jusqu'à la retraite. Mais quelle mouche les a piqués? Qui a conseillé nos amis? Mais c'est terrible. Vous pensez qu'ils doivent être malades aujourd'hui? Non, mais c'est terrible. Ce n'est pas pour non seulement eux, mais toute la famille. Et tout le monde regrette. Et moi aussi, je regrette. Comment est-ce que c'est arrivé? Sacrifié. Ils ont voulu politiser. Alors maintenant, une fois ils sont démis d'office. Mais la famille politique qui les a mal conseillés doit leur réserver des places. Mais comment? C'est le mec qui récompense. Alors parlons-en, mais comment... Quand il y a remaniement, je voudrais vraiment que le FCC pense à nos amis, Ouboulou et Kilomba, les mettant. Dites-nous... Parce que ils ont été induits en erreur. Oui, dites-nous, aujourd'hui, le président a déjà nommé les 3, ces 3... Il n'a pas nommé les 3, le président n'a nommé qu'un seul. Il n'a nommé qu'un seul? Un seul. D'accord. C'est le professeur Kalouba, c'est tout. Il nous reste 2, oui. C'est ça. Oui. Mais non, est-ce que vous pensez qu'au niveau du Parlement, qu'est-ce qui va se passer exactement? Est-ce que le Parlement enverra les 3 personnes? Seront-elles de l'obédience toujours du président? Quelle manœuvre le président va-t-il faire là-bas pour se faire lui aussi... Mais le Parlement n'a pas encore retiré ses membres. Oui. Le Parlement n'a pas encore retiré ses membres à la Cour constitutionnelle. Peut-être le Parlement attendra le tirage au sort au mois d'avril de l'année prochaine. Donc il y a le Parlement, le président, peut-être au mois d'avril,
il y aura un autre au moins qui sera tiré. Le président de la République sera obligé de tirer et de nommer une autre personne. Et puis, dans tous les cas aussi, au lieu d'attendre, lorsque ça marche, pourquoi les gens ne peuvent pas démissionner? Vous savez, cette cour a été décriée. Hein? Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas démissionner pour que le Parlement puisse avoir l'occasion? Je suis député aussi. On accuse le président d'avoir forcé à je suis député, mais vous savez, la corruption, tout ça, nos amis, ceux que nous attendons que le Parlement, ceux que le Parlement a envoyés, à cause de tous les scandales, ils peuvent aussi démissionner, libérer la place. Comme ça, le Parlement va aussi nommer de nouvelles personnes. Par exemple. Mais est-ce qu'aujourd'hui, j'étais en train de dire qu'on accuse le président d'avoir forcé M. Luamba de démissionner et il lui aurait ouvert un couloir, une porte pour fuir. C'est ce que les gens disent. Hein. M. Luamba a fui. Certaines sources. M. Luamba a fui. Ben, il serait parti, en tout cas, sans informer. Informer qu'il était. Quand M. Luamba doit voyager, il doit envoyer une lettre dans un hôtel ou dans une ferme. Pour dire qu'il voyage. C'est ce qu'on apprend. Est-ce que le président aurait favorisé ça? Non, écoutez, quand même. Est-ce que M. Luamba, le président de la Cour constitutionnelle, pour voyager, ou bien lorsqu'il a des mots de vente chez lui, il doit informer un bureau? Non, quand même, soyons sérieux. Mais Luamba, c'est quand même un aîné dans la magistrature, il faut le respecter. On disait, non, il va faire déclaration à partir de Bruxelles. Vous avez entendu la déclaration de M. Luamba? Peut-être c'est une question de temps. Non, mais c'est lui-même, il a accepté. Vous ne l'avez pas vu, moi je l'ai vu sur certaines images en train de fêter. Oui. Maintenant, il peut se la couler douce, il est un homme heureux. Il fait des tours. Hein, il refait, bon, il marche un peu. Même rajeuni. Oui, rajeuni. Même rajeuni. Vous voyez? Mais je suis sûr que même, ce serait la même chose avec le pauvre Ilunga Ilunkamba. S'il démissionnait aujourd'hui, vous allez voir comment il sera rajeuni. Même l'ancien président est rajeuni, tout le monde. Hein? La démission, c'est une bonne chose. Oui, mais les conséquences sont finalement néfastes à un moment donné quand on démissionne. Alors, état de droit, parlons-en peut-être pour terminer. L'état de droit, il paraîtrait que l'état de droit, selon certaines personnes, selon certaines sources, l'état de droit s'appelle Vital Kamerhe aujourd'hui. Il est le trophée de votre état de droit. Non. Non. Il n'est pas. Mais le Vital Kamerhe lui-même, l'honorable Kamerhe pour qui j'ai beaucoup de respect, mais il a fait campagne avec Félix Tshisekedi sur le thème état de droit. Lui-même. Et je me souviens encore à plusieurs occasions, c'est quelqu'un que je connais très bien, qui est attaché à l'état de droit. Il a fait campagne. Pourquoi? Je crois que certaines personnes sont en train d'utiliser ce scandale pour essayer de diviser. Certaines personnes sont parties. Non, moi, je n'ai pas entendu. C'est les cadres de l'UNC, on parlait. Moi, je n'ai pas entendu le vice-premier ministre Mayo, qui est le plus gradé. Je n'ai pas entendu de sa bouche. Oui, mais l'UNC a marché. Vous avez vu, l'UNC a marché. Bon, l'UNC, tout le monde dans un parti, même à l'UDPS, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Vous voyez, je n'ai pas entendu le vice-premier ministre Mayo. Je n'ai pas entendu l'honorable Vital Kamerhe lui-même dit qu'il est victime. Je ne l'ai pas entendu. Si, il a dit, même dans un procès, il a dit que ce n'est pas moi qu'on veut, on attaque, ce n'est pas moi qu'on cherche, on cherche le président de la République. Je suis ici au nom du président. Il dit, il a tout fait au nom du président de la République. Au nom et pour le compte du président de la République. Mais il n'a pas accusé le président de la République. Si, personne ne le dit, mais bon, dans ces dires, on peut déduire. Non, lorsque le FCC avait fait une déclaration, c'était clair que c'était eux. Vous n'avez pas entendu une déclaration du FCC? Et pourquoi le même FCC va le visiter en train d'opposer les gens? Non. Mais de quoi vous avez suivi cette déclaration? Si, on a suivi. Vous avez de qui? De leur secrétaire permanent? Oui. Mais alors, nous sommes en train de parler de quoi? Non. Donc, il n'est pas victime de l'état de droit et il n'est pas victime. Ce n'est pas que le Félix Tshisekedi, avec qui il a toujours été en bon terme, même jusqu'à aujourd'hui, il n'avait pas de compte à lui régler. Alors, mais seulement, nous avons fait campagne sur l'état de droit et l'état de droit, l'accent est mis là-dessus. Plus que sous aucun autre régime. André Mbata, dites-nous, quelqu'un est arrêté pour 57 millions de dollars. Mais en même temps, vous, l'IDGPA, avez déclaré que quelqu'un avait volé ou quelqu'un serait en train de voler 300 millions de dollars. Mais cette personne, c'est la coule douce. Et il y a d'autres personnes sur qui pèsent des grosses sommes, 82 millions de dollars, 60 millions de dollars. 200, 100 millions de dollars, mais ces personnes-là sont tranquilles, sont libres, et c'est Vital Kamerhe qu'on présente comme la vitrine Présenté par qui? Présenté par qui? Oui. Vous avez fait allusion à la plainte, la requête que mon institut a introduite auprès de la Cour de cassation. Oui. Ça concerne qui? On ne dit pas tout le monde est présumé innocent.
On a demandé qu'on enquête sur le patrimoine de l'ancien président, des anciens premiers ministres et des anciens ministres et de tous ceux qui ont géré la chose publique. Yuma et bien d'autres histoires de... Mais maintenant, ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est la justice. C'est pourquoi nous demandons. C'est pourquoi nous demandons. Oui. Je ne suis pas juge, même si je suis professeur des universités. Je ne suis pas juge. Nous demandons justement avec ce nouvel élan que la justice s'assume et les signaux sont en train d'envoyer qu'elle va s'assumer. On attend juste là. Et elle va s'assumer et déjà le travail est en train d'être fait. Il y a des enquêtes qui se mènent. Peut-être, vous savez, parfois une enquête judiciaire, ça prend du temps. Exact. Ce n'est qu'après qu'à la fin qu'on doit saisir. Quand vous avez réuni tous les éléments, que vous saisissez, vous êtes un juriste bien formé, ce n'est qu'à la fin que vous saisissez la juridiction compétente. Aujourd'hui, par exemple, on va dire que le FCC est allé rendre visite à Vital Kamerhe en prison, pour lui soutenir, à lui apporter de l'aide. Le même FCC qui avait dit qu'il l'avait envoyé en prison. Oui, on va dire ça comme ça. Mais puis en même temps aussi... Vous croyez que Vital Kamerhe est dupe? Non, je ne pense pas quand même. Mais qu'est-ce que l'on peut dire d'autre si on a vu la femme de l'ancien président de la République aller rencontrer la femme de Vital Kamerhe, et puis en même temps on voit le FCC aller rencontrer le concerné, et puis un peu de temps on voit encore la Senko dire même qu'elle est prête à envoyer des avocats pour soutenir M. Vital Kamerhe. Ça, je n'ai pas suivi ça. Je vous informe en tout cas. Ils sont prêts? Oui, mais ils ont mais ce n'est pas un problème. Eux, ils soutiennent les faibles, les opprimés. C'est-à-dire s'il faut défendre Vital Kamerhe, s'il faut visiter sa famille, où est le problème? Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de sensibilité politique dedans. Il n'y a pas un problème. Mais si vous allez avec un agenda caché, l'honorable Vital Kamerhe n'est pas né aujourd'hui. C'est un politicien chevronné. Ouais, mais il connaît sa carrière. Avec eux d'abord, avant vous. Oui. Hein. Avant ça, on l'a fait partie du Parlement. Il en a connu, il a connu tout genre de supplices. Sous ce régime, dans le PPRD. On l'a mis à la porte, dans les conditions qu'on connaît. Donc c'est un politicien chevronné qui connaît ses véritables amis, qui connaît les gens qui sont véritablement avec lui et qui sait faire la part des choses. Si, mais vous ne l'avez pas aidé, vous non plus. Hein. Il a été chassé par Kabila, mais il n'a pas fait 20 ans en prison. Ce que vous imaginez, 20 ans en prison. Aujourd'hui, il a 61 ans, peut-être. À 20 ans, il aura 81 ans. Le problème, c'est lequel? Et puis 10 ans d'exclusion, il ne votera pas, il ne sera pas non plus voté. Il aura 90 termes. Est-ce que vous avez imaginé tout ça? Il a saisi les juridictions compétentes et nous soutenons ça. C'est ça l'état de droit. Mais on lui refuse toujours. Il est à sa 8e demande de liberté. Donc, et puis, vous savez, cette justice est indépendante. Nous soutenons chaque personne a droit à la dignité, il a droit à la liberté, et lui aussi a droit à la liberté. C'est pourquoi nous soutenons, il est dans ses droits, et soutenu d'ailleurs par beaucoup de Congolais, de faire des appels, d'aller à la Cour de cassation. Mais si en fin de compte, c'est la justice. Et vous n'allez pas accuser Félix Tshisekedi, vous n'allez pas nous accuser maintenant de manipuler la justice. Alors que nous voulons qu'elle soit indépendante. Non, on ne va pas interférer avec la justice, que la justice fasse son travail. Bon, s'il estime qu'il faut la liberté provisoire, vous n'avez pas vu le président de la République qui a intervenu pour dire non, je m'oppose à la liberté provisoire. Non. Mais sur quel régime rentrera-t-il aujourd'hui? Supposons qu'il est libéré sous condition. Est-ce qu'il fait quoi? Il rentre en tant que directeur de cabinet du président. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Pourquoi Félix Tshisekedi ne prend-il pas une décision radicale et changer carrément, quoi? Bon, ça, c'est lui, c'est sa décision à lui. Il va choisir le moment précis, il va nommer un nouveau directeur de cabinet, je crois. Et il doit le faire. Peut-être vous, directeur de cabinet? Bon, pourquoi déjà on disait que je pouvais être un bon premier ministre? Vous voyez ce que ça arrive quand je n'ai pas été nommé premier ministre? On disait que je pouvais être un bon premier ministre. Alors si on dit qu'il y a une fonction inférieure du directeur de cabinet. C'était ministre de justice, ça n'a pas marché. Oui. Mais président de la Cour constitutionnelle, bon, on voit que ça ne marchera peut-être pas. Président de... Pourquoi ça ne marchera pas? Non, parce que vous n'êtes pas juge. Non, mais je peux être nommé juge. Oui, et puis... le Parlement peut m'envoyer. Le Parlement du FCC. Non, mais comment? Le Parlement peut décider, l'Assemblée nationale peut décider d'envoyer le professeur Mbata à la Cour constitutionnelle. Il faut que vous puissiez enlever les termes turiféraire, tambouriner. Non. Ce sont des cauchemars pour eux, ils ne dorment pas à cause de ça. Donc, il ne faut pas mettre la croix là. C'est pas... Le président Félix Tshisekedi peut toujours m'envoyer à la Cour constitutionnelle et je peux devenir président de la Cour. Et n'oubliez pas, l'Assemblée nationale et le FCC, ils ont beaucoup d'estime pour moi.
L'Assemblée nationale peut aussi m'envoyer à la Cour constitutionnelle et ça aboutira à la même conclusion. Pourquoi pas être président, vice-président du Parlement, disant de l'Assemblée nationale? Ça, déjà, ça va être compliqué. Non, ça aurait été très compliqué. Non, ça, ils ont dit que ce n'était pas bon pour le peuple, mais je crois que l'Assemblée nationale peut m'envoyer à la Cour. Le président de la République ou l'Assemblée nationale, malgré, ne vous en faites pas, le FCC, en principe, ils sont en train d'apprendre l'état des droits, ils apprécient ce qu'on fait. Ah, ils apprennent l'état des droits alors qu'ils vous accusent de Ils apprennent. Vous avez vu M. Kalev? M. Kalev a marché contre la dictature. Ils ont dit que c'était une dictature qu'il fallait attaquer, qu'il fallait combattre la dictature. Oui. C'est pourquoi ce régime a beaucoup fait. Qui pouvait s'imaginer que M. Kalev pouvait marcher? Lui qui faisait arrêter les gens. Même le simple fait d'avoir un téléphone Android avec la photo du prof André Mbata, vous êtes en prison, dans le cachot de l'ANER. Mais nous, on permet à M. Kalev de manifester librement. Mais l'état de droit signifie aussi que, en marchant, il était encore agent de l'ANER. C'est pourquoi l'état de droit, on ne peut pas le faire, c'est contraire à la déontologie. Les agents de l'ANER sont apolitiques, c'est pourquoi la décision qui a été prise, elle est tout à fait justifiée, qu'il fallait le révoquer de l'ANER. Et on l'a révoqué donc de l'ANER. Oui. Et quel est son statut actuel? C'est un citoyen, j'apprends même, il semble qu'il a des cours à l'UPN. Je crois qu'il peut reprendre le chemin de l'UPN. Mais est-ce que c'est normal quand on a été à la sécurité intérieure d'un pays, redevenir citoyen normal, ça ne représente pas un danger pour le pays? Non, un danger, ça représente les dangers pour les criminels. Mais je crois que M. Kalev, il a beaucoup appris, il a vu le changement venir. Il a vu le changement, il est aussi bénéficiaire de ces changements. Il est simple citoyen, il est citoyen comme vous et moi. Non, pas vous, vous êtes député maintenant. Comme moi peut-être, pas comme vous. Il est citoyen, il peut se promener, on ne va pas l'arrêter, on ne va pas faire ceci, mais il devait être révoqué. Il a de lui-même demandé la révocation, qu'il ne mérite plus de rester à l'ANER. Eh bien, merci. Donc, c'est comme une démission d'office. Pour ce dont on parle, nous avons des Kilomba qui ont été mal conseillés, qui ont suivi les mauvais conseillers, qui ne maîtrisent même pas d'abord eux-mêmes le droit constitutionnel. Quand vous êtes à la Cour constitutionnelle, vous cherchez un conseiller, faites-vous conseiller par les meilleurs constitutionnalistes. Et ces conseils sont souvent gratuits. Très bien. Ils ont été mal conseillés par des gens qui ne maîtrisent pas le droit et surtout par le droit constitutionnel. Voilà, ils risquent de se retrouver dans la rue dans les 10 jours qui viennent avec une révocation sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. On va terminer, il nous reste 3 minutes, on va terminer cette émission. Je voudrais avoir votre point de vue sur la question de la Côte d'Ivoire, mais aussi sur la question du taux d'échange. C'est vrai qu'on va en parler, on n'aura pas beaucoup de temps pour en parler, mais vous n'avez pas parlé de la revue de mon assiette. Oui, si, ça, on en va terminer avec. Le taux d'échange qui passe de 20, 18, 17, 15, les gens avaient soufflé un peu, mais puis après, à un moment donné, on est revenu à 19. Est-ce que qu'est-ce qui va réellement se passer? Est-ce que le directeur de la banque va tomber, comme on a vu au Liban, à cause d'une catastrophe? Les gens sont partis, il y a les gens qui ont démissionné. Qu'est-ce qui va se passer ici chez nous? Bon, il faut d'abord dire une chose. Là, vous me posez une question dans un domaine qui n'est pas le mien. Oui, et vous n'aimez pas vous c'est l'économie, c'est l'économie monétaire. Moi, je suis constitutionnaliste et je préfère, quand je parle ici, je parle comme tout le monde. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a vu le taux baisser, on a vu aussi dans plusieurs pays. Mais il y a effectivement un problème au niveau de la banque centrale. Je crois, à mon avis, qu'il faut changer. Il faut changer les gens à la banque centrale. C'est depuis plusieurs années. Le Congo a plusieurs économistes, je crois qu'ils peuvent mieux faire un bon travail. Et notre ami qui est là a fait quand même beaucoup d'années. Plus d'une quinzaine d'années à la banque. Je crois qu'il faut un souffle nouveau et des gens qui accompagnent le président de la République aussi. Parce qu'on n'a pas l'impression que ce gouverneur de la banque, il applique la politique monétaire pour ce régime. Il a été nommé sous l'ancien régime par les anciens dirigeants. On a comme l'impression qu'il reste encore dans cet état d'esprit-là. Mais là n'est pas le problème. Je crois que 20 nouveaux outre 9, je crois qu'il faut changer le personnel. On devait même nommer aussi des gouverneurs. J'apprends, suivant le texte, je parle là comme juriste, qu'on devait nommer des gouverneurs, des vice-gouverneurs à la Banque centrale. Mais qu'est-ce qu'on attend? Je crois que le président Félix Tshisekedi devrait s'intéresser à cette question de la Banque centrale qui est capitale. Parce que beaucoup de choses, et même dans le procès de 100 jours, on ne nous a pas tout dit. Oui. On ne nous a pas tout dit dans le procès de 100 jours. C'est que quelque part, et j'ai suivi le conseil principal du chef de l'État, lui ne l'a pas dit, mais ça c'est ma considération personnelle, c'est qu'il y a des choses louches qui se passent à la Banque centrale. Et la Banque centrale ne pouvait pas voir toutes ces choses graves se passer sans être au courant. Les dirigeants de la banque devaient
être au courant de ces situations. On en parlera un autre jour. Alors, terminons avant de parler. La Côte d'Ivoire, c'est un recul terrible. Mais son dauphin est décédé. C'est un recul, c'est un recul. Il dit son dauphin est décédé. Son dauphin, mais il y a combien d'Ivoiriens? Vous savez, j'étais prêt. J'avais reçu une demande des collègues ivoiriens. J'étais prêt à soutenir la société civile en Côte d'Ivoire pour aider à pousser M. Alassane Ouattara à aller se reposer. Il a le droit de se reposer. Il était à la banque, au Fonds monétaire, Premier ministre de Fouet-Boigny. C'est lui-même qui critiquait Mugabe. Mugabe pour être au pouvoir pendant très longtemps. Mais voilà, il est en train de plonger la Côte d'Ivoire dans une dictature qui n'a pas son nom. Vraiment, c'est malheureux ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Pensez-vous qu'il peut changer, il peut reconsidérer sa position? Je crois qu'il devrait. Il devrait pour lui-même et pour sa famille et même pour la postérité. Parce que maintenant, il se prépare, il est quand même âgé, il va entrer dans l'histoire. Comment il va entrer dans l'histoire? Vous vous souvenez encore de ce que vous avez dit à Blaise Compaoré? Il y a une vie après la présidence. Et ça s'applique aussi à lui. Ça doit s'appliquer, et heureusement, et il a sur place à Abidjan Blaise Compaoré. Qui est l'exemple fait des... Le même à qui je disais, dans son propre pays, dans son propre palais de congrès, à côté de lui, disent, Monsieur le Président, il faut apprendre à quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne vous quitte. Il est devenu simple citoyen ivoirien. Il est là à côté, tout près de ce M. Ouattara. Mais M. Ouattara pouvait apprendre. Parce que qu'est-ce que Blaise Compaoré a finalement appris? Il y a une vie après la présidence. Et même ici, tout près de chez nous, l'ancien président, il a compris qu'il y a une vie après la présidence. Il faut quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne vous quitte. L'IDGPA maintenant. L'IDGPA, vendredi prochain, nous allons lancer une revue, donc la revue africaine de la démocratie et la gouvernance. C'est l'unique revue internationale. Elle est sur le site. Elle est publiée en anglais et en français. Vous pouvez aller sur Google. Vous mettez seulement African Journal of Democracy and Governance. Vous allez trouver la revue là-bas. C'est l'unique revue bilingue, français-anglais, internationale, avec des publications qui viennent des chercheurs de partout. De tout le continent. C'est 3 revues. Nous allons lancer 3 numéros. Il y a des articles intéressants. Il y aura des exposés qui seront faits. Il y a notamment monsieur l'abbé Jean-Pierre Badidike qui enseigne à l'université catholique et à l'université de Kananga qui va exposer, faire la présentation, résumer son article sur la démocratie en Afrique du point de vue sémantique. Vous avez le professeur Émile Ngoy, qui est l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, qui est professeur à l'UNEKIN en économie, qui va faire une brève présentation de son article sur la relance de l'économie dans la période post-Covid. Vous avez le prof Mangalou, qui est un démographe, qui va parler du recensement et des élections. Est très intéressant là-dessus. Et vous avez évidemment aussi le professeur André Mbata lui-même, qui va faire une présentation sur un article qu'il a publié là-dedans. C'est l'état d'urgence comme riposte du droit constitutionnel au Covid-19. Ça sera donc le vendredi. Ce sera le vendredi au centre CEPAS à partir de 9h et à 12h on aura terminé. Donc tout ce qui aime la science, là, on dit que les Congolais ne produisent pas, on dit qu'ils ne publient pas. Je remercie, je vais le faire également, tous ceux qui publient. La revue est ouverte, tous ceux qui ont des articles scientifiques de haut niveau à publier, ils peuvent les envoyer. Mais le rendez-vous est donné CEPAS, 14 août 2020. À partir de 9h, nous serons là pour nous alimenter scientifiquement et réfléchir, offrir une riposte scientifique au Covid-19. Merci beaucoup, André Mbata. Je rappelle que je peux solennellement ouvrir maintenant face à face au public. Donc, j'étais le premier. Vous étiez le premier à ouvrir ça. Le premier du nom, je dois vous remercier Congo Belge pour l'honneur que vous me faites et que vous m'avez fait. Et je salue également tous vous avez beaucoup de gens qui vous suivent aux États-Unis, en Europe, en Asie, on atteint le 100 000. en Afrique. Oui. Et ils vous suivent, et quand ils vous suivent, ils me suivent curieusement aussi. Je les remercie pour ce soutien. Nous en avons besoin pour vous. Il faut donc, autant que possible, ceux qui peuvent le faire, qu'ils puissent encourager Congo Belge. Nous avons besoin d'une télévision qui soit animée par Christian Boussembe. Et nous avons besoin, et nous-mêmes aussi comme scientifiques, nous avons besoin du soutien pour rester scientifiques, ne pas devenir des tambourinaires. Pour ne pas tomber dans la médiocrité dans laquelle sont tombés plusieurs professeurs d'université. Plusieurs personnes qui se disent intellectuelles sont tombées dans la médiocrité. Eh bien, de vous-même et de vos spectateurs, nous avons besoin de ce soutien permanent pour que le pauvre Mbata reste le même, scientifiquement solide et qui honore tant soit peu la République.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous retrouve très prochainement. Donc, vous avez compris, je recevais le professeur André Mbata, professeur de plusieurs universités ici chez nous et en Afrique du Sud, député national, constitutionnaliste de son État. C'était un honneur de l'avoir sur notre plateau et répondre à toutes nos questions. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Shop Africa Union. Mais quand t'es nyonso, biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bakoya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo noteka. Banoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Enkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya dino kanyo. Kolia na apeti. Choko na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, zizou binois, daimana shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kinyabana Congo.